Bonjour à tous, merci d'être venus en cette heure de digestion. Alors ça va être une session un peu spéciale parce qu'en fait vous aurez deux sessions en une. On va vous faire avec Yannick 2 retours d'expérience. Voilà, donc on a pas mal de choses à vous dire, donc on va essayer d'avoir le temps de tout faire. Donc au cours de ces 2 retours d'expérience, avec Yannick, on va essayer de vous montrer comment nos équipes se transforment chez Orange pour aller vers le Graal du déploiement continu. Alors le déploiement continu, ce qu'on lit souvent, c'est que c'est un ensemble d'outils à mettre en pratique. Alors certes, les outils sont importants et on va essayer on va par exemple vous montrer comment l'outil Itzel Release nous a permis de faire le lien entre les différents acteurs et les différents outils de nos équipes. Mais ce qu'on voudrait vous montrer avec Yannick, c'est surtout comment un changement de culture et des petites victoires au quotidien nous ont permis d'approcher ce Graal du déploiement continu. Alors, la première partie de cette session, c'est un retour d'expérience sur le projet Soft Command Unique. Donc, Soft Command Unique, c'est le projet sur lequel je travaille depuis presque 8 ans maintenant. Et donc là, vous êtes dans l'open space, dans un des open space du projet Soft à Arcueil, en banlieue parisienne. Et Soft, c'est quoi? Soft, c'est l'application de prise de commande utilisée par les vendeurs d'Orange. Donc concrètement, si vous allez dans une boutique pour prendre une offre open ou une offre Internet, ou si vous appelez votre téléconseiller pour prendre cette offre, le vendeur va utiliser Soft pour prendre votre commande. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une application assez centrale dans le SI d'Orange, puisqu'une grosse partie du business passe par Soft. Ça prend aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de commandes par jour. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que quand ça ne marche pas, on en entend parler. Mais Soft, c'est surtout, et on va le voir, ça a une grosse importance dans cette présentation, c'est surtout 8 ans d'agilité. Donc 8 ans d'agilité, si on revient 8 ans en arrière, on est en 2008. Et en 2008, l'agilité, c'est encore quelque chose de nouveau, surtout pour une boîte comme Orange. Et donc, Soft, c'est un des premiers, si ce n'est le premier, gros projet agile d'Orange. C'est un projet qui a permis de lancer l'agilité assez fortement chez Orange. Donc, on a commencé en 2008. On a commencé avec une équipe, puis 2, puis 3. Et aujourd'hui, c'est un projet qui occupe à peu près 80 personnes sur le même plateau. Donc, voilà, en taille d'équipe, c'est quand même assez gros. Et ce qui est super important, c'est qu'on a essayé de pousser ces concepts agiles assez fortement. On essaye de donner l'autonomie aux équipes et on va voir que c'est super important pour la suite. Donc c'est un projet un peu atypique chez Orange. Il y a des anciens du projet dans la salle, ils pourront vous confirmer, mais c'est vraiment un projet où il y a une ambiance particulière, où il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe. Et donc ces 8 ans d'agilité, ils ont énormément contribué à changer notre culture. Et on va voir comment. Donc quand j'entends culture, donc là on va parler de déploiement continu, on va parler de DevOps, ça a surtout profondément changé notre culture par rapport à la production. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, dans une boîte comme la nôtre, on a les équipes de dev et les équipes d'ops sont assez éloignées et leur collaboration n'est pas quelque chose d'inné en fait. En fait, le problème, c'est qu'on a des objectifs qui sont assez antagonistes. On va avoir les développeurs qui vont en agile essayer de livrer très souvent et les ops qui vont plutôt être objectivés sur la stabilité de la production. Donc ce qu'on a essayé de faire dès le début, donc à l'époque, en 2008, on ne parlait encore pas de DevOps, on a essayé de casser les frontières dès le début et on a surtout essayé de mettre face à face des gens qui avaient envie de partager quelque chose et envie d'essayer des choses. Donc ça a été la première chose, c'était de mettre les bons acteurs en face à face. Et puis on a commencé à livrer des versions toutes les 2 semaines. Et ça, c'était un gros changement de culture, surtout pour les ops. Et ce qu'on a demandé dès le début, c'est aux développeurs de s'impliquer fortement dans tout ce qui était process de mise en production. Donc dès le départ,
les développeurs avaient des actions à faire au niveau des maps. Ils s'occupaient du packaging, ils s'occupaient du suivi de la map, ils étaient là le jour des installs. Et surtout, ils avaient en permanence le nez dans les logs. Et en fait, en faisant ça, on a un peu cassé les barrières. Et une relation de confiance s'est installée entre les ops et les devs, et ce qui a permis de faire pas mal de choses. Et quand vous demandez aux devs de s'intéresser à la prod, ils vont commencer à vous mettre en place tout un nombre d'outils, tout un tas de choses automatisées qui vont permettre d'aller plus loin. Un autre point qui est important dans notre démarche pour aller vers du déploiement continu, c'est que dès le début, on a fait ce qu'on appelle du feature toggle, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités vont en prod avec un switch. Ça nous permet d'activer à chaud et ça nous permet de pouvoir déployer et d'activer que pour certains points de vente ou que pour certains types de boutiques. Donc ceux qui étaient au retour d'expérience de la Fnac ce matin, ils ont fait la même chose. Et c'est un outil assez puissant. Et puis en termes de culture, alors maintenant je pense que l'agilité c'est quelque chose de connu, mais voilà, on a mis dès le départ, on a basé tous nos développements sur les tests. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la totalité du code est couverte par des tests unitaires. Et puis, on a tout un tas on a à peu près 2000 tests fonctionnels qui passent en automatique à chaque commit de développeur. Donc, quand je dis test fonctionnel, c'est une commande du premier écran jusqu'au dernier écran. Et tout ça, c'est automatisé et ça passe plusieurs fois par jour. Donc, voilà, ça, c'est pas gratuit. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, un développeur, quelqu'un des équipes de dev de soft, il passe à peu près 50% de son temps à écrire et à maintenir des tests. Et ça nous a donné une énorme puissance, on va le voir pour la suite. Donc si on parle d'agilité, pour moi, la plus grosse différence entre un projet agile et un projet classique, c'est ça, c'est l'auto-organisation. Les équipes, elles sont très, très fortement auto-organisées. On va essayer de leur donner le plus d'autonomie possible sur comment s'organiser. Et on va voir, ça a vraiment permis de mettre en place énormément de choses sur le projet. Donc, si on parle de DevOps, là, je vous ai mis quelques photos. Une des choses qui sort de l'auto-organisation, c'est la création d'outils. On a vu énormément d'outils être créés de manière complètement autonome par les équipes sans qu'on leur demande. Et pour ça, par exemple, ils ont mis en place des communautés de pratique. Aujourd'hui, sur le projet, on a 6 équipes. Et on a des représentants de chaque équipe qui vont de manière régulière se réunir pour travailler sur l'outillage. Donc ça peut être sur plein de choses, mais si on parle de prod, il y a une communauté outillage qui va se réunir pour travailler sur des outils vis-à-vis de la prod, sans qu'il y ait besoin d'une demande particulière. Une autre chose auquel je tiens beaucoup, c'est qu'on essaye de laisser aussi des plages aux équipes pour essayer de travailler sur ce genre de choses. Donc, par exemple, entre la fin d'un sprint et le début du sprint suivant, on a une plage de libre, entre guillemets, pour les équipes. Donc c'est pas libre au sens ils vont boire des cafés, mais on leur demande, la consigne, c'est d'essayer de ne pas faire de fonctionnel pendant cette période. Donc en gros, ils ont une demi-journée, tous les 15 jours, qu'ils peuvent utiliser pour travailler sur des outils, sur l'amélioration continue, enfin voilà, c'est assez libre. Et c'est grâce à tout ce temps qu'on a laissé aux équipes, qu'on a vu apparaître tout un tas d'outils qui nous ont énormément facilité la vie en termes d'exploitation. Je vais vous parler rapidement de quelques outils. Donc certains, c'est des outils propriétaires, mais c'est juste pour vous compreniez la philosophie qui est derrière ça. Donc ça, c'est l'outil Stella. Donc l'idée, en fait, quand on a demandé aux développeurs de commencer à s'intéresser à ce qui se passe en production, ils ont commencé par aller chercher dans les logs les plantages. Donc ils ont regardé les logs, ils ont vu qu'il y avait des plantages et ils ont commencé à les analyser. Et puis, le développeur est feignant, il n'aime pas trop regarder les logs, donc ils ont commencé à créer des outils autour de ça. Donc ça, c'est un outil qui collecte en temps réel tous les plantages qu'on a en production. Donc quand il y a un plantage, il est collecté, ils sont agrégés en type d'erreur, on sait le nombre de clients impactés, on sait ce genre de choses. Donc ça a été une première étape qui nous a permis de commencer à être proactif. On n'avait plus besoin d'aller regarder les logs, mais on voyait arriver les erreurs. Par exemple, le jour d'une map, on voyait qu'il y a une nouvelle erreur, on voit qu'il y a une nouvelle erreur et on peut intervenir dessus. Donc ça a été la première étape. Après, le problématique, c'est qu'une fois qu'on avait ces erreurs, il fallait analyser pourquoi. Et ça a été un problème qui est très vite survenu. Donc ce qu'ont fait les développeurs, c'est qu'ils ont commencé à collecter dans cet outil tout un tas de données qui leur permettent d'analyser les logs. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand on a un plantage, on va avoir exactement tous les logs des appels
entre l'appli et le reste du SI. Donc en gros, on va avoir tous les échanges web services entrant et sortant de l'application. Après, on est allé un peu plus loin. On s'est dit, ce qu'on aimerait, c'est savoir ce que l'utilisateur a fait. Donc dans l'outil, on a tous les clics utilisateurs. On sait exactement où il a cliqué, on sait exactement ce qu'il a rentré dans les champs de saisie. Ça nous permet d'avoir toutes les données pour reproduire le problème. Donc ça a été une super avancée. On avait tous les logs qui nous permettent de savoir ce qui se passait. Après, les développeurs, ils ont voulu aller un peu plus loin encore. Ils se sont dit, c'est sympa, on a tous les logs, mais à chaque fois, il faut analyser ces logs et essayer de voir ce qu'il y a dedans et de comprendre. Donc, on est parti d'un autre outil qui avait été fait par d'autres gens sur le projet. Ça, c'est un outil qui permet de monter un environnement soft en un clic. Donc, ça se base sur Docker et ça permet d'avoir un environnement isoprod très, très rapidement. Donc les gens qui ont fait l'outil précédent, ils ont pris cet outil-là et ils se sont dit, on a tous les logs, on a toutes les actions utilisateurs, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé lorsqu'on a un plantage, on appuie sur un bouton et ça crée un environnement dans cet outil-là et ça va recréer la commande qui a planté dans cet outil. C'est-à-dire ça va moquer le reste du SI avec les logs qu'on a capturés et ça va rejouer avec un robot les clics de la commande. Donc en un seul clic, on va monter l'environnement et on va voir la commande se dérouler jusqu'au plantage. Donc ça, si vous faites de la correction de bugs, vous savez aujourd'hui que quand on corrige des bugs, le plus dur c'est de reproduire le bug. Là, en un clic, le développeur il est capable de se remettre dans la condition du plantage et éventuellement d'aller en mode debug avec son IDE et de savoir exactement où ça a planté. Donc là, on est passé dans une étape où on pouvait voir de façon proactive qu'est-ce qui plantait en production et également le reproduire très très vite. Ça a été une nouvelle étape dans notre relation avec la production. Puis l'étape d'après, les développeurs ils se sont dit c'est sympa mais on n'aimerait plus en avoir de bugs, on aimerait du moins en avoir moins. Et là, il y a eu des réflexions autour de ça et ce qui s'est dit c'est que si on est capable de reproduire une commande qui a planté, on est aussi capable de reproduire une commande qui s'est bien passée. Donc on a utilisé le même process, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va capturer pendant un laps de temps donné en production toutes les commandes qui se passent bien et on va en faire des jeux de test. Des jeux de test temporaires mais qu'on peut repasser sur la version N+1 de l'application. Donc par exemple quand on fait un patch ou quand on livre un nouveau catalogue d'offres, on va enregistrer par exemple 1 heure sur un serveur de tout le trafic, on va prendre ces commandes-là et on va les rejouer sur la version N+1. Et si on est capable de rejouer ces commandes, on est à peu près sûr de ne pas avoir cassé les cas de gestion les plus courants en production. Donc ça, c'est l'étape d'après. Un dernier petit outil qui a été développé, c'est une petite interface qui nous permet d'activer ou désactiver des serveurs en production. Donc ça nous permet de faire ce qu'on appelle du A/B testing ou du canary release, c'est-à-dire de mettre une version sur un serveur et de mettre seulement une partie du trafic dessus. Donc on s'est retrouvé à ce moment-là avec des gens motivés pour tout ce qui concernait la production. On s'est retrouvé avec plein d'outils. On s'est retrouvé avec plein de choses automatisées. Mais ce qui nous manquait à ce moment-là, c'est quelque chose pour faire le lien entre tout ça. Et donc il y a 1 ou 2 ans, maintenant 2 ans, on a commencé à utiliser l'outil Itzel Release de Zebia Labs. Alors Itzel Release, c'est quoi? C'est un outil d'orchestration de release qui est édité par Zebia Labs, comme je l'ai dit. Donc l'idée c'est de modéliser votre process de release et de l'exécuter. Donc dans Itzel Release, vous allez décrire votre process, connecter les outils, vos différents outils, et l'outil va se charger d'exécuter tout votre process et éventuellement synchroniser les acteurs. C'est-à-dire que s'il y a des actions manuelles à faire, il va prévenir les acteurs qui ont besoin d'effectuer cette tâche. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les équipes ont modélisé le process de mise en production d'un patch sur l'application. Donc, quelques mots sur Itzel Release. Yannick en parlera un peu plus dans sa presse. Mais l'idée, c'est de découper le process en grandes phases. Donc, chaque colonne, c'est une phase. Par exemple, la phase de dev, la phase de test, la phase de livraison en production. Et chaque carré, c'est une tâche. C'est une action du process de livraison. Donc l'idée, c'est soit ces tâches sont automatisées, par exemple une action qui va lancer un build Jenkins, soit elles sont manuelles. Et l'idée, c'est de
une fois qu'on a modélisé tout ça dans l'outil, ce que les équipes ont essayé de faire, c'est d'automatiser le plus possible de choses. Et ils sont aperçus en fait à ce moment-là qu'on était assez proche d'une possibilité de déploiement de façon continue en production, c'est-à-dire sans action humaine. Donc là, si je reprends un peu le process, il n'y a pas de télécommande. Okay. Donc dans la première colonne, la première action, c'est le développeur. Il a analysé avec les outils précédents le bug, il l'a corrigé et il va lancer le dev. Une fois qu'on a fait ça, on lance Jenkins et on va construire une version snapshot de l'application. L'étape d'après, sur la deuxième colonne, on va créer un environnement soft builder. C'est ce que je vous faisais voir. On va créer un environnement à base de Docker avec la version. Après, on va rejouer les commandes. Ce que je vous disais, on a capturé des commandes en prod et on va les rejouer. Et une fois qu'on a fait ça, on est à peu près sûr que la version elle est stable. Et donc on va créer la release finale. Et une fois qu'on a fait ça, on va basculer sur ce que les ops faisaient avant, qu'on a automatisé au fil du temps. Et tout le process de livraison jusqu'à la production est automatisé. Donc on va déployer sur un serveur de pré-prod, installer la version, faire des tests vitaux dessus pour vérifier que le process d'installation marche bien, et puis passer après au vrai serveur qu'on va activer progressivement à jour en prod. Donc là, on est passé sur un mode où on est du commit du développeur jusqu'à l'installation en production. Il n'y a aucune intervention humaine, et on a toute la batterie de tests qui nous permet aujourd'hui d'être sûr de ne pas avoir fait de régression. Alors, une fois qu'on a livré et qu'on est à peu près sûr d'avoir rien cassé, un autre changement qui a été amené par l'agilité et le fait de responsabiliser les gens, c'est tout ce qui concerne la mesure. Donc en fait, les équipes vont chercher en permanence à mesurer ce qui se passe en production. On est à peu près sûr qu'on n'a rien cassé quand on livre par exemple un patch, mais ce qu'on veut, c'est au quotidien savoir ce qui se passe et pouvoir intervenir si on a un problème. Donc là, on est revenu dans un des open space, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a installé des télévisions dans chaque open space avec tout un tas de choses autour de la production. Donc là, ce qui se passe, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, un outil qui s'appelle Dashing qui permet de faire des dashboards. Et chaque carré vert en haut, vert ou gris, c'est un serveur de production. Donc dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose d'anormal, ça va passer en rouge et les équipes de dev ou d'ops, c'est un outil qui est utilisé à la fois du côté ops et du côté dev, vont pouvoir regarder ce qui se passe et essayer d'intervenir. On a aussi en bas l'apparition d'une nouvelle erreur. S'il y a une nouvelle erreur qui intervient en production, une erreur qu'on n'a jamais vue, ça va passer en rouge. Et les équipes vont pouvoir intervenir dessus. Parce qu'on a aussi le dernier carré, donc là il n'est pas trop parlant, mais on a aussi l'état du process de livraison dans It's and Release. Donc ça c'est quelque chose où n'importe qui sur le plateau, que ce soit dev ou ops, peut savoir où on en est dans le process. Voilà. On a pas mal d'autres indicateurs, on a des choses qui se basent sur ELK. Voilà, on a des graphes. Les équipes construisent les graphes dont ils ont besoin. Donc ça, c'est important, c'est les équipes qui décident ce qu'ils ont envie de mesurer. Donc là, par exemple, ça nous permet de détecter les variations de temps de réponse ou ce genre de choses, ou voir si on a des KO avec des partenaires. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de cette première partie de présentation. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le changement de culture qui a amené tout ça, en fait. On n'a jamais demandé aux équipes de faire du déploiement continu. On n'a jamais demandé aux équipes d'automatiser la reproduction des anomalies. C'est juste parce qu'on a responsabilisé les gens, on les a laissés s'auto-organiser, on leur a donné du temps, on leur a fait confiance, que tout ça s'est apparu, en fait. Donc, il y a des gens qui vont vers le déploiement continu tout de suite en mettant des outils. Nous, on est plutôt arrivé via un changement de culture. Et ce changement de culture, il nous amène aujourd'hui à toucher ce Graal. Donc, tout n'est encore pas parfait, mais tout ça, c'est grâce au changement de culture qu'a amené l'agilité. Voilà, je vais laisser Yannick vous montrer comment ça se passe dans une autre équipe d'Orange. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez une petite pause, là, c'est sympa, vous pouvez respirer. Donc, pour me situer donc, chez Orange, Stéphane Richard, c'est notre PDG. Il est à la tête d'une entreprise de 150 000 personnes. Et à peu près un tiers de ces personnes sont à l'international. À droite, quelques chiffres. Donc, juste pour dire que nous avons chez Orange 250
plus de 250 millions de clients, pardon, excusez-moi. Et c'est également la 4G déployée dans 13 pays. C'est aussi beaucoup d'activités autour de la recherche, de l'innovation, et je travaille dans ces contextes. J'ai simplifié ici considérablement le COMEX de Stéphane Richard, et en fait, c'est juste pour vous dire que les zones géographiques sont portées par différentes personnes. Donc Fabienne Dulac pour la France, c'est d'ailleurs à cet endroit que travaille Bruno. Et à droite, on a l'Afrique avec Bruno Metling ou Gervais Pellissier côté Europe. Et Thierry Bonhomme, lui, en fait, représente les entreprises sur toutes les zones géographiques. Pour ma part, je travaille avec Marie-Noëlle Gégaud-Labessière dans la division innovation, donc marketing and technology. Et notre but, c'est d'accompagner le groupe pour ces grandes transformations numériques. Et particulièrement, je travaille à Orange Labs Product and Service chez Thierry Souche. Et nous, notre responsabilité, en fait, c'est de déployer des services. Et cela à tous les étages. Donc ça va de la recherche en passant par l'anticipation et le déploiement. Et le projet que je vais vous montrer, en fait, c'est un projet d'anticipation. Donc on va dire à 2 ans. Je travaille, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la validation chez Christine Destrebec. Et des exemples de services qu'on déploie, c'est par exemple la télé d'Orange, les contenus d'Orange, les Livebox, déjà 4 millions de décodeurs de déployer. Le mobile banking, c'est des échanges monétiques sur les téléphones en Afrique, donc 16 millions de clients dans 14 pays. Les objets connectés, donc c'est la maison connectée, la voiture connectée, le big data, et moi je travaille sur l'identité en fait. Alors moi j'ai pas 8 ans d'agilité derrière moi, j'en ai que 2 et encore je dirais presque une année. Et en fait l'histoire a commencé il y a 2 ans. Bruno en a parlé, j'ai piloté un POC pour rechercher un outil d'orchestration de release. J'étais très habitué à la frontière Build-Run depuis des années. Et en faisant ça, on a étudié le marché, on a choisi le produit XL Release. Vous allez avoir une vidéo de 5 minutes. Et il y avait une dizaine de projets embarqués, dont Soft, le projet que vous venez de voir. Je suis allé les voir, ils étaient à l'époque à Gobelin, avec Bruno et Olivier Gangloff. Et quand je suis revenu à Bordeaux, je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'ils font quand même. Mais comment je peux faire ça ? Et puis en même temps, l'organigramme que vous avez eu tout à l'heure, notre gouvernance, elle nous pousse à la transformation en fait. On est très sponsorisé, on a des formations, on a des séminaires en permanence. Et donc j'étais acculturé à ça. Et quand je suis à Bordeaux, autour de moi, j'ai des équipes, on est une 30aine de collaborateurs dans 3 équipes différentes. Et j'entendais parler d'automatisation depuis longtemps, de TDD, de DevOps, tout le monde en parle. Et je sentais qu'ils avaient envie. Et en même temps, je voyais plein d'opportunités technologiques. Comme moi, vous entendez parler du IaaS, du PaaS, des containers, des pipelines. Ça ne passe pas une semaine maintenant sans qu'on me parle de pipeline. Donc tout était réuni, sauf que je n'avais pas de projet. Je n'avais pas de projet qui s'y prêtait en fait. Et il y a 1 an, Olivier Mettet, le directeur du projet Identité, est venu nous voir à Bordeaux. Il nous a proposé de travailler en mode agile. Donc tout était réuni. Les 6 premiers mois de 2016, on a porté une solution d'identité dans le cloud. C'était la première étape. On a utilisé Docker. Et la deuxième étape, on l'a commencé cet été. Et on va plus loin, entre autres sur l'orchestration de release. Donc pour faire simple, première étape, nous, en fait, on est là. On est en bas à droite. Ce sont nos équipes. On a des outils pour travailler. Et nos clients, ils sont là, en fait. Alors les clients, par exemple, c'est DataVenu. Je vous ai dit qu'on faisait du big data. C'est eux. Il y a aussi Orange Partner. C'est une offre d'API exposée. Donc si vous êtes ici des développeurs et que vous voulez utiliser des API d'Orange, vous pouvez vous abonner ici. Et si vous voulez en plus de l'identité, vous venez me voir et je vous mettrai en contact avec, par exemple, Hélène Radigois qui est en charge de ce projet. Donc eux, ce qu'ils font sur les applis, là, ils se connectent au SI d'Orange, parfois venant de Facebook. Donc ils cherchent à
une solution d'identité, et nous, en fait, on a porté quelque chose dans le cloud, ce que je vous ai dit. Donc, comment ça marche? Voilà, première étape, ça va se faire en 3 étapes. Première étape, on a un tenant dans le cloud, on crée des réseaux, des polices de sécurité et 2 machines de manœuvre. Et ensuite, on crée, dans une deuxième étape, toujours dans le cloud, rapidement, 12 machines supplémentaires. Les carrés jaunes, c'est les containers Docker qui permettent d'orchestrer l'application qui arrive. L'application, elle est là. En fait, ça, c'est des containers Docker. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il parle de tout ça? On doit parler d'agilité, en fait. Mais en fait, ça nous aide à nous projeter vers ça. Et dans nos équipes, en fait, ils ont maintenant l'habitude de manœuvrer dans des nouvelles technos. Et ils sont attirés par ça, en fait, de plus en plus. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on en a retiré de cette affaire pour l'instant? On en a retiré que déjà l'IaaS, ça nous permet de mutualiser des ressources. En fait, un environnement, une plateforme là, que je vous ai montré de 20 bécanes, ça ressemble à VMware en fait. Eh bien, on l'a construit, cette plateforme, en à peu près une demi-journée, une journée. Mais après, elle est active. Donc ce qu'on peut faire, c'est la désactiver. Ainsi, on ne paye pas. Et puis, on peut les cloisonner. C'est-à-dire qu'on peut mettre 2 environnements. En prenant Docker, on cloisonne l'affaire et on a 2 environnements de qualif sur la même plateforme, en fait. Très pratique. Par contre, on a souffert. Les premiers mois, on a souffert. Parce que ce n'était pas stable. C'était le cloud qui n'était pas stable. Ce n'était pas Docker. Et Docker, lui, en fait, il a une adoption dans toute la chaîne. Des développeurs, les architectes, tout le monde s'est allé très vite. On ne connaissait pas du tout ces concepts. Il se trouve qu'un admin, il apprend très vite. D'ailleurs, ils n'ont même pas eu de formation au départ. Ils sont partis de billes en tête et ça marchait. Et là encore, on a appris que, en fait, on pouvait éliminer vite fait des problèmes qu'on traîne depuis des années autour des dépendances logicielles, des choses qui se posent en prod, elles ne sont pas en QA, c'est comme ça. En fait, c'est les conteneurs Docker, c'est très simple, c'est la même chose partout. Alors, je vous ai mis Salomon Hykes à droite, excusez-moi, parce qu'en fait, c'est l'un des cofondateurs de Docker, c'est un Français. La deuxième étape, on est allé plus loin. On s'est dit, mais on a nos containers, comment on peut aller plus loin? Alors déjà, les experts, ils ont changé de boulot chez nous. Mais ils travaillaient toujours un petit peu en cheminée, il y avait toujours des équipes un peu séparées. On a 3 équipes, je vous le rappelle. Donc ce qu'on a fait, on a dit, voilà, on va essayer d'utiliser un PaaS. Chez nous, le projet s'appelle Kermit, il est sur OpenShift. C'est la version 3, donc qui est basée sur Kubernetes. Donc on peut manipuler des containers Docker à l'intérieur. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, l'application, en fait, vous vous souvenez, attendez, je reviens en arrière, excusez-moi. Ici, là, les images Docker, elles sont là. Et là, ici, ça, c'est Kermit, le rectangle. Le but du jeu, c'est de déployer une appli. Et l'appli que je vous ai montré tout à l'heure, elle est là en bas. C'est ici le cloud SSO. Et en fait, une fois qu'on a nos images dans le registry Docker, ici, là, dans le registry Kermit, pardon, eh bien, il suffit de déclencher un pipeline. Et tout s'installe automatiquement. Donc, rappel de tout à l'heure, je refais la même chose. Tout ça, là, je ne m'en occupe plus. Depuis le mois de juin, je ne m'en occupe plus. C'est fourni par le PaaS. Donc, c'est là que j'ai perdu du temps, les 6 premiers mois. Donc maintenant, ça va vite. J'ai plus qu'à installer l'appli. Alors, comment je fais? Voilà, il y a une vidéo de 5 minutes. Donc ici, ça, c'est la console Kermit. Donc en fait, je vais manipuler 3 environnements. Un environnement de dev, pardon, excuse-moi, je crois que c'est d'intégration et intégration, qualification et pré-production. On parcourt les 3 projets et il n'y a rien, c'est vide. En fait, pour l'instant, il n'y a aucun conteneur. Seconde étape, on va aller dans XL Release. C'est ce que disait tout à l'heure Bruno. Donc voilà, les phases sont là. Donc d'entrée de jeu, ce pipeline, on le lance. Donc là, je l'exécute. Ça va défiler, comme l'a dit Bruno ici, de manière verticale. Et vous voyez le petit curseur là qui avance. En fait, c'est la phase qui avance. On s'est connecté là-haut avec un compte. En fait, c'est un outil collaboratif. C'est-à-dire qu'avec les droits, on voit une certaine chose, mais pas forcément tout. C'est-à-dire que l'opérationnel, les ops, ils peuvent y accéder, ils nous voient en build faire des choses, mais ils ne peuvent pas opérer, en fait.
Également, ici en haut, vous avez un certain nombre de boutons qui nous permettent de créer ces fameux pipelines, de connecter également des outils de type Robot Framework, JMeter, Jenkins. En fait, on appelle ça chez nous des bras armés, c'est pas très joli, mais c'est un peu comme ça qu'on fait. Donc derrière chaque carré se cache une étape. Là, il est en train d'aller chercher les images Docker. Là, maintenant, il délite éventuellement des stacks dans le pass. Et là, hop, il installe les premiers carrés que vous avez vus tout à l'heure. Voilà, ça, ce sont des containers Docker. On est dans l'environnement d'intégration. Quand c'est bleu, ça veut dire que ça tourne. Ici, il y en a 3. On a commencé par les 3 bases de données. Et on continue, donc le pipeline se poursuit. Il va passer à tous les autres carrés qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire toute l'appli. Et ça, il va le faire en 6 minutes. En 6 minutes, il va installer l'application que vous avez vue. Je vous rappelle, tout à l'heure, je mettais entre une demi-journée et une journée. Donc là, on a tous les conteneurs actifs. Ici, on est dans des tests unitaires avec Robot Framework et Jenkins. L'opérateur va arriver dans une dernière phase, vous voyez ici, c'est manuel. Donc ce qui va se passer, il va aller vérifier éventuellement ces tests. Il va ici sur Jenkins, il va cliquer là dans les résultats. C'est un cas d'école, il n'y a que 3 tests, ça va très vite. Donc il va voir que tout est normal, tout va bien. Donc il valide sa phase d'intégration. Automatiquement, le pipeline continue. Il n'a pas besoin d'appeler ou d'envoyer un mail, ça continue. Et donc, on va descendre ici la phase de qualification avec les mêmes objets. Il n'y a que les variables qui changent. Adresse IP, etc. S'il y a besoin. Mais là, c'est différent. Donc là, on défile. Et on va arriver, cette fois-ci, à des tests JMeter. Donc là, il est en train d'installer la stack, de nouveau, dans un environnement de qualif. Et donc, pour nous, c'est ça, le déploiement continu. C'est ça, en fait. On ne s'occupe pas, ça avance. Par contre, il faut des garde-fous. Par moment, il faut des opérations manuelles, ça reste encore. Exemple, quand on arrive en prod, là, ici, là c'est plus les mêmes acteurs. Hein. Là, on est avec des ops, là, ici. Là. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on attend un câble, par exemple, et puis les gens ils disent tiens, ok, mon pass est prêt, il n'y a pas de déploiement continu en ce moment avec moi, j'ai pas de concurrence, c'est bon, je peux y aller. Et donc, il donne son go, lui, l'ops. Et comme c'est le même pipeline avec les mêmes phases, on est absolument certain d'installer la même chose. Et donc, lui, il va mettre ses 6 minutes aussi. C'est ça l'orchestration de release. Il faut qu'il y ait une date de début, une date de fin. Ce n'est pas de l'intégration continue à Jenkins, là, c'est différent. C'est de l'orchestration de release. Ça nous permet de savoir exactement ce qu'on a sur le terrain à un temps donné, un instant donné. Donc à la fin, objectivement, il y a des minutes. Hein, vous voyez des temps là, en fait, on aperçoit des temps ici. C'est objectif, c'est pas un fichier Excel. Et donc là, on valide. Et puis rapidement, c'est la fin de la vidéo. Je vais aller sur chacun des environnements, me connecter à une URL pour vérifier que le portail d'admin de la phase est bien présent. Donc on le voit là. Vous allez voir ça ici. Là, je switch, je suis de nouveau dans le pass, je me mets sur un des containers, je clique dans l'URL et je vois que le portail est là. Je vais le faire 3 fois pour être certain que je l'ai dans chacun des environnements. Ce que vous voyez là, je l'ai simulé. Pour le moment, nous n'allons pas jusqu'en pré-prod et en prod. C'est un cas d'école. Par contre, ce que vous voyez, on le fait dans tous nos environnements de qualif et d'intégration. Le dev, on fait du Jenkins, on n'a pas besoin de ça. Si on continue, alors ça maintenant, ça nous a apporté quoi là, cette affaire? En fait, ça nous a apporté, on ne gère plus l'infra, quoi. Je vous assure, mais c'est d'un confort, ça fait 20 ans que je fais de l'infra, c'est vraiment confortable, on n'a plus de problème. C'est les autres qui les ont à notre place, et c'est un service qu'ils doivent rendre. On a aussi simplifié considérablement le déploiement, par contre, là aussi c'est jeune comme Docker. Donc il nous manque encore des gestes d'exploitabilité. Il nous manque aussi un petit peu des tests autour de la sécurité. C'est pour ça qu'on ne va pas jusqu'en prod, pour le moment. Concernant l'orchestration de release, on a ici une autre vue. En fait, c'est donc notre solution de déploiement continu. Elle est objective. Vous voyez la barre là?
Ça, c'est la progression de l'automatisation. Normalement, il faudrait que ce soit une barre qui progresse comme ça en rouge au fil du temps. Ici, c'est le nombre d'opérations manuelles et automatiques qu'il y a. Ce qui est en vert, c'est automatique. Par contre, il faut encore qu'il y ait de l'adoption. Si je reviens à l'agilité, alors à mon niveau, hein, ça fait que 2 ans que j'en fais, 1 an avec mon équipe, hein, ce que j'en retiens, c'est que ça ne se décrète pas. Il faut y aller, en fait, il faut le faire. Je suis allé les voir, j'essaye de les mimer, j'essaie de faire la même chose. C'est aussi l'affaire de tous, c'est-à-dire que ça vient du management et ça va jusqu'aux gens qui font de l'exploit. C'est tous les niveaux. C'est aussi beaucoup de plaisir pour moi, parce que franchement, c'est vrai, je ne vous exagère pas, dans mon équipe, ils s'éclatent et ils me le disent. Et j'ai même un collaborateur qui fait un retour aux sources. Il était intégrateur il y a quelques semaines. Et maintenant, à l'heure où je vous parle, il fait du Node.js, et du JavaScript et du Python. Et inversement, il y avait des développeurs qui font du test. Donc on est vraiment en train de vivre ce qu'ils vivent côté soft depuis des années. Et aussi, on a des bureaux. Je vois de moins en moins mes collaborateurs. En fait, ils sont dans les autres bureaux. Et c'est ça, en fait, l'agilité. C'est tout simple. J'ai un dernier slide. C'est en fait une transformation urbanistique. Vous avez compris, je viens de Bordeaux. Je ne sais pas si vous le savez. En fait, pour Lonely Planet, Bordeaux est classée première destination mondiale en 2017. Et en fait, ils ont fait leur couverture ici. Hop, pardon. Ils ont fait leur couverture. J'ai loupé le coche, c'est pas grave. Ils ont fait leur couverture avec Bordeaux, la place de la bourse et le miroir d'eau. Sauf que nous, 10 ans avant, on a beaucoup souffert. La ville était un vrai chantier, en fait. Pareil, 10 ans plus tôt, là-haut, c'est la même place. C'est quand je suis arrivé à Bordeaux. Et en fait, ici, là, c'était des voies, il y avait 6 voies rapides. Et là, ici, là, c'était des containers, parce que Bordeaux, c'était un ancien port. Alors, ça n'a rien à voir avec Docker. Par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est long, la transformation, mais par contre, ça peut apporter. Et là, on a été solidaires sur Bordeaux. On est content aujourd'hui de vivre à Bordeaux. C'est une belle ville. Par contre, on souffre. Eh bien, dans nos projets, c'est un peu pareil. Pour finir, j'ai un collègue qui m'a dit « Ah même, si tu vas à Paris, il faut que tu leur parles quand même que pour nous, les Bordelais, la transformation, en fait, ça démarre dans une grappe de raisin et ça se termine par un Pessac léognan, c'est comme ça. » Donc voilà, j'ai tenu ma promesse, je vous l'ai dit. Et je vous invite à venir peut-être goûter à nos transformations, y compris chez Orange. On sera heureux de vous accueillir. Donc voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si on a le temps. On m'a fait signe que c'était le temps. Non, donc en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà.